Vendre une œuvre d'art, c'est un acte que je ne prends jamais à la légère. Vendre une œuvre, que ce soit quelques centaines d'euros ou plusieurs dizaines de milliers d'euros, c'est toujours une réussite, c'est toujours quelque chose d'extrêmement important pour moi. Donc chaque moment est gravé vraiment dans ma mémoire. Bonjour à toutes et à tous, je suis Cécile Lombardi et vous écoutez Perspective, le podcast qui explore le médium photographique. Qu'elle soit plasticienne, documentaire, de mode, de paysage ou encore de portrait, la photographie en dit long sur nos sociétés contemporaines et la façon dont nous les représentons. Tous les mois, je vous propose de partir à la rencontre de celles et ceux qui se consacrent au médium et de découvrir leurs interprétations esthétiques et sémantiques de l'art photographique. Je donne très souvent la parole à celles et ceux qui font l'art, mais plus rarement à ceux dont le métier permet aussi de le faire exister. Au-delà de la création, je vous propose aujourd'hui de découvrir le versant de la diffusion artistique à travers la parole de Thierry Biguignon, fondateur de la galerie éponyme. Exclusivement dédiée à la photographie, la galerie Thierry Biguignon représente 11 artistes français et internationaux de toute renommée, sélectionnés pour l'utilisation particulière extrêmement picturale et parfois abstraite qu'ils font du médium photographique dont ils aiment éprouver les possibilités et les limites. Si le nom vous dit quelque chose, c'est peut-être parce que vous l'avez entendu lors de l'épisode 13 consacré à Thomas Paquet, représenté par Thierry depuis 2017. Récemment, la galerie a pu exposer pour la première fois Le Bleu du ciel, l'œuvre musicale et photographique de Régis Campo, Édouard Offenbach et Bastien Pourtout, qui faisait l'objet de l'épisode 10 de Perspective. Et oui, le monde de la photo est petit. Thierry, bonjour. Bonjour Cécile. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Pouvez-vous nous parler de vous et de votre parcours jusqu'à l'ouverture de votre galerie ? Un parcours c'est toujours un peu long, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai toujours eu un amour important pour la photographie, pour l'art en général d'ailleurs. J'ai fait des études de sciences politiques à Londres pendant 6 ans. Enfin, je suis resté 7 ans à Londres. Puis ensuite, je suis revenu à Paris et j'ai travaillé dans la communication pendant quelques années. Et ensuite, j'ai créé mon entreprise assez rapidement. Et pendant à peu près une quinzaine d'années, j'ai été une sorte de conseiller culturel, slash curateur, slash commissaire d'exposition, slash médiateur. Voilà, on peut mettre pas mal de casquettes. Mais en gros, le gros de ma clientèle, c'était les entreprises. Et mon métier consistait à monter des expositions, mais également des événements culturels hors art visuel pour ces clients. Et j'ai fait ça pendant à peu près une quinzaine d'années. Et quelle est votre histoire plus spécifiquement avec la photographie ? La photographie, ça fait longtemps en fait. Alors d'abord, j'ai toujours aimé la photographie. Contrairement à certains, je suis pas moi-même photographe et je suis pas tombé dedans quand j'étais petit avec le laboratoire ou la chambre noire de mon père ou de mon grand-père. C'est pas ce type d'histoire-là. C'est plus une découverte, je dirais un peu tardive par rapport à ce type d'histoire ou de parcours ou de trajectoire. Je crois que le premier vrai rendez-vous avec la photographie, assez bizarrement, ça a été une exposition de Ouija qui a eu lieu au musée Mayol il y a quelques années déjà. Et j'avais fait une visite privée de cette exposition avec quelques clients. Et j'ai été frappé en fait par cette exposition. Je sais pas trop pourquoi en fait. Il y a pas mal d'éléments, mais Ouija, comme on le sait peut-être, c'est un photographe américain qui, dans les années 30, 40, 50, a beaucoup photographié à New York et principalement connu pour sa capacité à être sur des événements assez tragiques à un instant T, avant même les polices, les pompiers, etc. En gros, il photographiait les meurtres, les cadavres, les victimes de tous ces événements, et il se branchait sur les ondes de la police et des ambulances new-yorkaises pour pouvoir être avant eux sur place. Il avait monté une chambre noire dans sa voiture et il photographiait ces cadavres et ça m'a vraiment marqué parce que on pourrait croire que cette pratique, c'est une pratique un peu de paparazzi ou ce genre de pratique, mais en fait pas du tout. C'était vraiment un artiste et qui avait à cœur d'essayer de saisir ce moment.
Alors, moi-même, je suis pas si intéressé que ça par la photographie de documentaire ou la photographie, de rue ou voilà. C'est pas ça qui m'intéresse le plus. Mais j'ai trouvé, c'est vraiment une exposition qui m'avait marqué et qui peut-être est le premier rendez-vous un peu choquant avec la photographie où je me suis dit: «En fait, la photographie ouvre tout un tas de possibilités, y compris de photographier les morts». Voilà, donc peut-être, un peu bizarrement, ça a été cette rencontre-là qui m'est restée. Galeriste est un métier qui fascine. Comment en arrive-t-on un jour à se dire: «Je vais ouvrir ma propre galerie»? En fait, c'est vraiment un cheminement. C'est pas une décision qui se prend comme ça un matin en se réveillant. C'est un cheminement tout au long de cette carrière dont je vous parlais, où j'ai conseillé les entreprises, où j'ai monté un nombre très important d'expositions et d'événements culturels. Je me suis aperçu que il me manquait dans cette relation une relation entre guillemets d'égal à égal, c'est-à-dire que cette passion que j'avais pour la photographie, pour l'art en général, je ne la sentais pas totalement partagée ou également partagée par mes interlocuteurs. Et c'est normal puisque mes interlocuteurs n'étaient pas des acteurs culturels, mais bien des entreprises qui avaient à cœur d'utiliser, entre guillemets, la photographie pour d'autres raisons. Et j'avais envie d'avoir une relation de passionné à passionné. J'avais l'impression que je suis quelqu'un de très enthousiaste et très passionné. Et j'avais toujours l'impression d'être le seul passionné dans la salle. Alors, c'était aussi une force parce que j'arrivais à transmettre cette passion. Mais au bout d'un certain nombre d'années, au bout de 15 ans, je me disais, et je pense il est temps de trouver une autre voie où je pourrais davantage partager cette passion et me nourrir également, non pas nourrir uniquement les autres de ma passion, mais de me nourrir également davantage de la passion des autres. Et la galerie m'a semblé le choix naturel et idéal. Et donc voilà, petit à petit, j'ai réussi à me lancer. Vous avez créé votre galerie en 2016. Par quels termes la présentez-vous à des personnes qui ne la connaissent pas? Ça dépend leur niveau de connaissance ou leur niveau d'appréhension du monde de l'art en général, parce que c'est un monde qui est assez opaque, malheureusement, et qui reste encore assez méconnu. Et donc c'est toujours assez difficile de parler de ce monde-là, parce qu'en fonction de la connaissance qu'ont les gens du monde de l'art, évidemment on le présente pas tout à fait de la même manière. Donc à quelqu'un qui ne connaît absolument rien, j'en resterai au fait que je suis une galerie spécialisée en photographie, exclusivement en photographie, et j'aime le terme exclusif puisque c'est vraiment important pour moi, au moins de différencier la galerie d'autres galeries par ce premier prisme, la photographie et que la photographie. Ensuite, lorsque évidemment j'ai en face de moi des personnes qui connaissent beaucoup mieux la photographie, je rentre un peu plus dans le détail de la ligne évidemment, du travail qu'on essaie d'accomplir et des tenants les aboutissants de ce formidable métier. Si vous deviez définir cette ligne? Alors c'est toujours une question qu'on me pose et évidemment c'est toujours un peu compliqué de définir la ligne. Au début j'essayais de m'arranger avec une pirouette en disant mais écoutez la ligne c'est à vous de la définir. Si vous n'avez pas le droit aujourd'hui. Si elle ne se voit pas, je peux malheureusement pas vous aider, mais évidemment on va essayer de la définir autrement. Non, je dirais qu'il y a plusieurs choses. D'abord j'ai jamais voulu avoir une ligne trop marquée ou trop marketée. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en moi qui n'aime pas cette injonction-là d'étiquetage ou d'injonction marketing qui voudrait que on définit une ligne extrêmement précise, extrêmement pointue et on n'en démord jamais puisque ensuite de cette ligne va découler une cible et des actions et des artistes. Et en fait, moi, je conçois pas trop ce métier comme ça. Alors, évidemment, ça part d'abord de ce que j'aime, mais il y a un certain nombre de choses qui reviennent inlassablement. La première, je dirais, c'est un attrait particulier pour l'abstraction. Ça veut pas dire que tous mes artistes traitent de l'abstraction, font de l'abstraction ou se rapprochent de l'abstraction. Un nombre important d'ailleurs ne sont pas dans cette veine-là, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je pense qu'il y a beaucoup à faire en abstraction, en photographie, et il y a un certain nombre d'artistes qui commencent enfin depuis longtemps d'ailleurs, qui commencent à s'y intéresser, et je crois que c'est un sujet particulièrement important et qui revient quand même assez fréquemment à la galerie. La deuxième chose qui m'intéresse, c'est, je dirais, le travail sur la matière. C'est-à-dire que on peut souvent considérer que la photographie, c'est un médium assez... On pourrait le considérer comme un médium plat ou bidimensionnel, et finalement que le sujet photographique, le sujet photographié est plus important que la photographie en tant que telle.
J'aime beaucoup travailler avec des artistes qui ont une réflexion inverse et qui cherchent à essayer de comprendre la matérialité même de la photographie. Parce que lorsqu'on s'intéresse à la matière photographique, que ce soit la chimie, les papiers ou même la matière cachée, abstraite de la photographie, la matière non matérielle, si je peux m'exprimer ainsi, en fait on y trouve des choses absolument passionnantes. Donc ça c'est vraiment un deuxième sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc il y a beaucoup de mes artistes qui travaillent sur ces deux sujets-là, mais je dirais que le dénominateur commun de beaucoup de mes artistes, si ce n'est l'intégralité de mes artistes, c'est peut-être deux choses. La première, une singularité, une vraie singularité, c'est-à-dire que je crois pas qu'aucun de mes artistes ne soit une citation de quelqu'un d'autre. Je crois pas qu'aucun de mes artistes ne présente des travaux dont on peut dire « Ah tiens, oui, j'ai déjà vu ça ailleurs ». Alors il peut y avoir des similitudes parfois, etc. Mais globalement, leur approche est très singulière. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément parce que ça dit quelque chose de l'humain qui est derrière l'œuvre. Et ça m'intéresse en tant que personne, et en tant que galeriste, mais en tant que personne également. Le deuxième dénominateur commun peut-être à tous mes artistes, c'est ce caractère obsessionnel qu'ont certains de mes artistes, si ce n'est tous mes artistes, dans leur travail, dans leur approche, dans leur recherche. Je pourrais citer plein d'exemples. Quand on parle de Yannick Guédel, c'est vraiment quelqu'un depuis 50 ans qui est totalement obsessionnel dans son travail, qui est un peu pour moi le soulage de la photographie. Quand je dis le soulage de la photographie, Yannick Guédel c'est un bon exemple, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a une ligne qui n'est jamais sortie de cette ligne et qui inlassablement travaille à essayer d'évoluer, d'améliorer ce sillon qu'il a creusé. Et ce caractère obsessionnel, on le retrouve chez beaucoup de mes artistes. Tout ça construit finalement une ligne, petit à petit, même si, évidemment, les intérêts des uns et des autres peuvent varier. Les sujets d'intérêt peuvent varier. J'imagine que vous êtes vous-même collectionneur ? Alors ça, c'est une très bonne question. La réponse est non. En fait, j'aurais pu l'être, je pourrais l'être, et il se peut que je finisse par l'être. Mais j'essaie de résister. L'envie est absolument irrésistible, donc c'est très difficile. Mais j'essaie de résister pour plein de raisons. D'abord parce que j'avais entendu une interview, c'est une anecdote, mais ça, c'est pour expliquer peut-être une partie du fond de ma pensée. J'avais entendu une interview d'un très grand galeriste que je respecte évidemment beaucoup, qui s'appelle Howard Greenberg, qui est une grande galerie, la galerie Howard Greenberg à New York, spécialisée plutôt évidemment je dis évidemment, plutôt dans la photographie vintage. Et ce très grand galeriste, peut-être l'un des plus grands galeristes contemporains en photographie, et exclusivement en photographie lui aussi. Lors de cette interview avait expliqué qu'il était lui-même évidemment collectionneur, grand collectionneur, et que parfois il avait un peu de mal à vendre un tirage puisqu'il voulait le garder un peu pour lui, quoi. Donc il hésitait, et puis finalement l'envie de collectionneur est tellement forte et tellement ancrée en lui que il avait souvent du mal à résister, et finalement il s'achetait lui-même, il achetait à sa galerie la photo dont il rêvait d'avoir dans sa collection. Et tout ça au détriment finalement de ses collectionneurs. Puisque évidemment, lorsqu'il n'y a qu'un seul tirage possible, ou que il s'octroie le plus beau tirage parmi plusieurs tirages, ben évidemment ces collectionneurs ne pourront pas l'acquérir. Et j'ai trouvé que cette anecdote était intéressante, j'ai trouvé ça honnête de sa part de le dire, ça montrait bien évidemment qu'il avait cette passion chevillée au corps et ce caractère de collectionneur que je connais bien. Mais je me suis dit en entendant ça, c'est un écueil que je vais essayer d'éviter. Je préfère d'abord servir mes clients, et pour moi, il est extrêmement important de garder ça à l'esprit. Et donc j'essaye, c'est une façon de répondre à votre question, et j'essaye avant tout de me mettre au service de mes collectionneurs. Et si j'étais moi-même un collectionneur, je serais en quelque sorte en concurrence avec eux, et c'est une position qui me semblerait un peu inconfortable. Et puis après, il y a d'autres injonctions ou d'autres considérations qu'il faut prendre en ligne de compte. Je pense qu'on fait vraiment bien quelque chose lorsqu'on le fait à fond. Et je suis quelqu'un d'assez jusqu'au boutiste. Et si j'étais collectionneur, je pense que ça me prendrait tout mon temps. C'est-à-dire que je pense que je ne ferais que ça. Et je ne peux pas, j'ai pas les moyens non plus de le faire. Et donc je préfère passer tout mon temps et mettre toute mon énergie au service de la galerie et des collectionneurs que j'essaie de servir. Donc lorsque vous opérez les choix dans la sélection des artistes que vous représentez, c'est une sorte d'articulation entre ce qui vous plaît personnellement et ce que vous projetez sur vos collectionneurs?
Oui, alors c'est évidemment extrêmement difficile parce que si je n'exposais que ce qu'il me plaît, ou en tout cas si le fait d'aimer était le seul critère de sélection, ça, je crois pas que ça ne fonctionnerait. D'abord parce qu'on n'a pas, on partage pas forcément ses goûts avec plein d'autres, et j'essaie de toucher un public assez large, et donc il est possible que j'ai des goûts assez niches ou assez segmentants ou clivants, et du coup ça serait compliqué. Donc non, je pense que évidemment la première chose, c'est qu'il faut que moi-même j'adore le travail, sinon je pourrais pas le présenter. Et au-delà de le présenter, le travail de galerie, c'est le défendre. Et pour le défendre, il faut évidemment aimer, mais ça ne suffit pas. Je parlais de lignes tout à l'heure, il y a tout un tas de critères, conscients ou inconscients. Je dirais plus que ces critères sont inconscients, mais ils sont constants, et ils reviennent inlassablement, et donc finalement on devient un peu conscient de cette inconscience, quoi. Voilà. Mais donc il y a des critères qui s'opèrent, qui dictent notre regard, au-delà du fait que l'on aime un travail, qui nous poussent à aller chercher un peu plus loin que ça. Je voudrais en savoir un peu plus sur vos collectionneurs, à la fois sur le type de relation que vous pouvez nouer avec eux, et également sur leur typologie. Est-ce que votre clientèle est essentiellement constituée de fins connaisseurs de la photographie? Est-ce qu'elle est aussi principalement constituée de personnes fidèles au fil des années? Fidèles, il y en a beaucoup qui sont fidèles, heureusement. On compte beaucoup sur cette fidélité, et je crois qu'au bout d'un moment, au bout d'un certain nombre d'années en tant que galeriste, on a accumulé un certain nombre de collectionneurs en nombre, et puis il y a un pourcentage non négligeable de ces collectionneurs qui sont fidèles, et le succès de la galerie repose beaucoup sur eux. Quand je parle de succès, c'est pas juste succès financier de la galerie, ou la capacité de la galerie à survivre dans des moments difficiles, mais c'est également la relation avec les artistes. Parce que en fait, les collectionneurs, évidemment, ils passent par la galerie et ils sont fidèles à la galerie, mais ils sont avant tout fidèles aux artistes. Et ça, c'est ce qui est le plus important. Je crois vraiment qu'un collectionneur digne de ce nom, c'est quelqu'un qui s'intéresse non pas à une œuvre, c'est-à-dire à une pièce, mais qui s'intéresse à une œuvre avec un O majuscule. Donc, qui s'intéresse avant tout à des artistes qui bâtissent cette œuvre, et ça demande de la fidélité, et lorsque cette fidélité est là, c'est là que la relation devient vraiment intéressante. Et je crois que oui, pour répondre à votre première question, j'ai une relation euh, assez proche avec beaucoup de mes collectionneurs. Et je crois que je suis pas du tout différent d'autres galeristes en ce point. Je crois que c'est un peu l'apanage de tous les galeries. On crée une relation particulière parce que on ne vend pas un objet fonctionnel. La relation commence au moment où on commence à expliquer le travail. Et moi, j'aime beaucoup expliquer le travail. Je suis vraiment réputé, entre guillemets, pour ne pas rester assis sur ma chaise, mais de me lever, d'accueillir les visiteurs, quels qu'ils soient, et de leur expliquer un certain nombre de tenants et aboutissants du travail des artistes que je présente. Et la relation commence à ce moment-là. Ensuite, j'aime à dire que j'ai quelques mauvaises habitudes. J'ai une mauvaise habitude, par exemple, je dis mauvaise parce que financièrement c'est aberrant, mais j'aime bien aller livrer mes clients moi-même, où qu'ils soient dans le monde, et quel que soit le montant qu'ils aient pu dépenser à la galerie. Et donc ça m'est déjà arrivé d'aller aux États-Unis, au fin fond de Buffalo, ou à New York, ou ailleurs, uniquement pour aller livrer une œuvre qui m'avait été achetée quelques milliers d'euros, mais j'ai dû dépenser toute la marge probablement de cette œuvre pour payer mon billet d'avion et mon hôtel, pour pouvoir aller livrer cette pièce à mon client. Et je le faisais, et je le fais toujours quand je le peux, bon un peu moins maintenant parce que le Covid nous empêche de faire ça, mais je crois que ça c'est un exemple pour vous expliquer que cette relation, ça se bâtit, c'est-à-dire que j'ai eu à cœur dès le départ de bâtir une relation avec mes clients, et pour moi livrer une œuvre d'art, c'est excessivement important parce que c'est, encore une fois, c'est pas un objet commun, et une œuvre en principe qui est achetée par un collectionneur, très souvent, même d'ailleurs je dis le collectionneur, mais c'est un amateur d'art ou un amateur tout simplement, quelqu'un qui a eu un coup de cœur. Très vraisemblablement, cette œuvre va rester toute sa vie, sinon plus, au sein de son foyer, de sa famille, de son appartement. Et donc, c'est pas du tout quelque chose d'anodin. Et je pense que ça fait partie aussi de mon métier que d'aller livrer et d'aller remettre en main propre cette œuvre. Donc, j'essaie de le faire quand je le peux. Et ça m'a amené à bâtir des relations très proches avec un certain nombre de ces collectionneurs, puisque lorsqu'on est reçu, lorsqu'on va livrer une œuvre d'art, y compris à l'autre bout du monde, eh bien, naturellement, on est dans une relation un peu particulière. Et donc, du coup, je reviens sur ma question précédente. Est-ce que c'est plutôt une clientèle constituée de personnes qui s'y connaissent vraiment bien en photographie, ou plutôt des curieux un peu avisés?
Je crois que la photographie a ceci de différent, de la peinture ou d'autres formes artistiques, c'est que, c'est un art qui est, vu comme assez accessible. C'est à la fois vrai et pas vrai, mais en tout cas, on peut le voir comme ça. Et donc il y a beaucoup de gens qui viennent à la galerie qui ne sont pas du tout des esthètes de l'art, contrairement peut-être à d'autres types de galeries. Donc il y a vraiment tout type de visiteurs qui viennent à la galerie, et parmi tous ces gens de profils très variés, d'âges très variés, de catégories socio-professionnelles très variées, eh bien on va retrouver parfois un collectionneur acharné, fin connaisseur, expert en la chose photographique, et puis on va aussi trouver un amateur qui se balade comme ça, qui décide de monter à la galerie, qui décide de venir voir l'exposition, et qui est séduit par un travail, qui est séduit par une pièce en particulier, qui est séduit éventuellement par le discours que je peux lui apporter, et à un moment il y a une rencontre qui s'opère. Et cette rencontre, je crois qu'elle se fait plus facilement avec la photographie qu'elle ne le se fait avec d'autres formes artistiques, parce que justement un certain nombre de personnes considèrent la photographie comme assez accessible, ce qui peut être vrai par ailleurs. Et donc ça amène une clientèle finalement un peu plus large, constituée à la fois, encore une fois, d'experts, mais aussi de néophytes. Vous parliez tout à l'heure de ce terme de succès. À quoi mesure-t-on le succès d'une galerie? Est-ce en fonction du nombre de ventes, à la cote des artistes que vous représentez, de votre ancienneté, de votre réputation? Un peu de tout ça en même temps? Un peu tout ça en même temps, oui, un peu tout ça en même temps. Alors, le succès financier, pour reprendre ce premier terme, je crois pas que ce soit le critère principal. Ça compte évidemment, et si on n'a pas de succès financier, on ne peut pas continuer, donc c'est absolument essentiel. Et j'espère que plus les années viendront, plus ça sera facile. Mais d'abord, on connaît, vous et moi, beaucoup de galeries dont on peut considérer qu'elles ont réussi, sans absolument connaître leur chiffre d'affaires. Je disais tout à l'heure que c'est un monde qui est assez opaque, et pour cause, on connaît assez peu le niveau de réussite ou le niveau de succès financier, j'entends, de telle ou telle galerie, et pourtant on a tout à fait l'idée que celle-ci ou que celle-là a réussi. Donc ça tient pas du tout à ce critère-là, en tout cas. Non, je crois que la réputation, évidemment, c'est important. On parlait de ligne tout à l'heure. La ligne joue beaucoup sur la réputation de la galerie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la ligne devient claire, et il y a une certaine consistance, cohérence dans la programmation de la galerie. Et ça attire des collectionneurs qui reviennent. Donc ça crée de la fidélité dont on parlait tout à l'heure. Et ça, petit à petit, crée une réputation de la galerie qui peut-être lui confère un certain niveau de réussite. Mais je crois que le critère principal, avant toute autre considération, c'est quand même les artistes. C'est-à-dire que lorsque vous voyez un artiste qui expose, évidemment dans sa galerie, mais dans d'autres lieux dont on parle dans la presse, qui est exposé par les musées, dont on voit le travail dans les festivals, qui publie des livres, qui est encensé par la critique. Lorsque tout ça arrive, pour un ou plusieurs artistes, il faut se demander quelle est la galerie derrière. Parce qu'évidemment, l'artiste est au cœur du processus, et si on voit que ces artistes-là réussissent, entre guillemets, il y a fort à parier que les galeries, ou les galeries qui soutiennent ou qui défendent ces artistes, soient également dans un schéma de réussite. Je crois vraiment que la réussite principale, ou le schéma ou le critère principal de réussite d'une galerie, ce sont ces artistes. Je vous embarque sur un sujet un peu différent. Vous êtes particulièrement sensible au monde numérique. Vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, présent sur des plateformes de vente en ligne comme Artspur, proposez sur votre site une vidéo interactive pour visiter votre galerie. Pourquoi est-il important pour vous de dépasser le cadre traditionnel du white cube pour le rendre visible sur Internet? Alors ça, c'est effectivement un de mes sujets de prédilection. Je ne sais pas si c'est lié à une question de génération, encore que je suis pas si jeune que ça par rapport à d'autres, mais très vite, lorsque j'ai voulu monter ma galerie, que je visitais beaucoup de galeries, que je passais tout mon temps dans les foires et dans les galeries, je me suis rendu compte d'un certain nombre de choses. La première, c'est que on fait aujourd'hui pour beaucoup de galeries un métier de la même façon que ce métier était fait au début du XXe siècle. Et il m'a semblé assez hallucinant de constater que finalement les galeries en général n'avaient pas beaucoup évolué, alors que le monde autour d'elles s'est totalement transformé.
Ça, c'était mon premier constat assez négatif et je me suis, entre guillemets, juré que lorsque j'aurai une galerie, j'essaierai d'essayer de faire des choses innovantes, suffisamment innovantes pour changer un peu la donne. À mon niveau, évidemment, mais voilà, d'essayer en tout cas d'innover, de rénover, d'apporter un peu de fraîcheur dans ces pratiques. La deuxième chose que je me suis dite, c'est que on est au XXIe siècle, on est en 2021 et Internet est absolument partout, et depuis longtemps. Et donc on ne peut pas imaginer que Internet a totalement révolutionné le monde depuis 20 ou 25 ans, mais vraiment totalement révolutionné tous les secteurs d'activité, toutes les pratiques, tous les schémas de pensée depuis 20 à 25 ans. Et par ailleurs, penser que la galerie serait ce village gaulois qui résiste au monstre Internet. Et tout ça sous prétexte que l'art serait évidemment très différent de toute autre considération. Donc moi, je ne crois pas que ce soit le cas. Je pense que Internet, c'est une opportunité exceptionnelle, y compris pour vendre des œuvres d'art. Les vendre, mais avant de les vendre, de les présenter, de les défendre, de défendre un travail, de défendre une démarche, des artistes qu'on représente. Et donc, il faut s'emparer de cet outil qui est absolument essentiel et révolutionnaire et magnifique. Et il y a moult façons de se l'approprier. Et j'essaye à différents niveaux de le faire. Voilà. Et pour moi, c'est absolument indissociable de toutes les autres actions que je peux mener. Il serait totalement impensable de me dire demain, tiens, je vais arrêter les réseaux sociaux parce que j'aime pas ceci ou j'aime pas cela, ou de ne plus vendre sur Internet sous prétexte que l'art ne se vendrait pas sur Internet. Enfin, je pense que c'est absolument essentiel. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. J'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de projets pour essayer d'innover. Il y a beaucoup de choses qu'on peut aussi, dans lesquelles on peut s'inspirer d'autres secteurs. Et je suis constamment à l'affût de nouvelles idées pour essayer d'innover dans ce métier. C'est vrai qu'on dit souvent que la révolution numérique, alors déjà il faut dire numérique, faut pas dire digital, dans le monde de l'art et de la culture va plus lentement qu'ailleurs. Est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'elle est arrivée à un niveau un peu satisfaisant dans l'ensemble des galeries ? Absolument pas. Absolument pas. Juste pour vous donner un exemple, lorsque j'ai démarré la galerie en 2016, donc c'était vrai, mais il y a pas si longtemps que ça, il y a 5 ans, lorsque j'ai démarré la galerie en 2016, c'était totalement impensable pour 99% des galeries de vendre sur Internet. C'est-à-dire que la plupart, ou enfin plus que la plupart, l'immense majorité des galeries considéraient que de mettre une œuvre à vendre sur leur site Internet était quelque chose d'impensable. Pour des raisons un peu de snobisme d'ailleurs, mais enfin bon, c'était totalement impensable. Aujourd'hui, notamment grâce au Covid, les galeries ont été obligées de repenser un peu leur schéma de vente, leur canaux de distribution, et donc elles ont commencé à se dire, tiens, il faut qu'on fasse des viewing rooms, tiens, il faut qu'on essaie d'être un peu plus présent, de montrer les œuvres de façon un peu plus numérique, puisqu'on peut un peu moins a priori rencontrer nos collectionneurs, nos clients. Donc elles ont essayé de rattraper un peu ce retard. Mais enfin, on est très loin de ce qu'on peut trouver dans d'autres secteurs. On est très loin du potentiel qu'offre Internet. Rendez-vous compte, lorsqu'on parle de photographie, une photographie, c'est une image, et une image, par nature, elle se transporte facilement sur Internet. Et donc, il y a absolument rien qui puisse empêcher qu'Internet soit un outil parfait pour une galerie et pour les artistes. Et donc, il y a encore beaucoup à faire. On est très loin de ce qu'il faut faire. Il y a encore beaucoup de galeries qui mettent des œuvres sur leur site Internet sans mettre de prix. Enfin voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. Je pense qu'on est qu'au début. Alors on arrive bientôt à la fin de cette interview. Je voulais vous demander de nous raconter l'un de vos plus beaux souvenirs de vente. J'ai beaucoup de beaux souvenirs puisque vendre une œuvre d'art, c'est un acte que je ne prends jamais à la légère. Vendre une œuvre, que ce soit quelques centaines d'euros ou plusieurs dizaines de milliers d'euros, c'est toujours une réussite, c'est toujours quelque chose d'extrêmement important pour moi. Donc chaque moment est gravé vraiment dans ma mémoire. Mais peut-être je vais vous raconter l'inverse. Je vais vous raconter un acte manqué, c'est-à-dire une vente qui n'a pas pu se faire.
Au tout début de la galerie, en 2016, je fais une exposition d'une artiste que j'aime beaucoup, que je représente, qui s'appelle Catherine Ballet, qui va bientôt avoir d'ailleurs une exposition dans un musée à Toulouse, au Château d'Eau. Et donc Catherine Ballet, je présente son travail, Looking for the Masters in Ricardo's Golden Shoes, un travail anthropologique sur l'histoire de la photographie qu'elle a réalisé avec sa muse, un homme, un dandy de 80 ans, Ricardo, absolument magnifique. Et ce travail plaît beaucoup, l'exposition a beaucoup de succès. Et puis un jour, une femme vient à la galerie, une américaine, et je commence à discuter, je lui explique le travail, et puis finalement, elle me regarde et elle me dit « Ok », elle me dit en anglais bien sûr, « Je prends tout, j'achète tout ». Alors évidemment, j'étais totalement étonné, j'ai du mal à comprendre, je parle non, parfaitement anglais, mais je me dis, mais c'est pas possible, j'ai mal entendu, ça peut pas m'arriver. Et je lui dis, mais comment ça, tout? Elle me dit tout. Et donc, C'était combien de pièces? Alors, il faut imaginer que dans la galerie, j'avais exposé une trentaine de pièces, ce qui représentait quand même un montant important. Et donc, je regarde la galerie, elle est à côté de moi, je lui montre la galerie, je lui pointe du doigt les murs et je lui dis, vous voulez tout? Et elle me dit, non, pas tout ce qui est à la galerie. J'aimerais acheter toute la série. Et il se trouve que la série de Catherine Ballet que je viens de citer comporte 120 images. 120 photographies. Ça fait l'objet d'un livre qui est magnifique, qui est assez épais, et donc vraiment 120 photographies. Et là, je suis d'autant plus étonné, et je me dis, mais c'est fantastique, vous voulez prendre toute la série, pourquoi, etc. Et donc elle me dit, voilà, je trouve cette série absolument exceptionnelle, j'ai une immense maison dans le Idaho aux États-Unis, je vais créer une sorte de mini-musée avec ces 120 photographies qui racontent toute l'histoire de la photographie. Ça me passionne et je trouve ce travail absolument génial, donc j'aimerais vous prendre toute la série. Et donc elle me dit, mais quelle taille il y a? Donc je dis, il y a 3 tailles, petit, moyen et grand. Elle me dit, quelles tailles sont les grands? Donc je lui explique les différentes tailles. Et puis elle me dit, bon, je crois que j'ai suffisamment d'espace. Je vais vous prendre tout dans la grande taille. Et donc, pour moi, c'est jackpot absolu. C'est-à-dire, je viens de démarrer la galerie. Il faut imaginer que on démarre une galerie, ça prend plusieurs années avant d'arriver à un certain niveau. Et là, dès la 2e exposition, j'ai quelqu'un qui est prêt à me faire un chèque pour plusieurs centaines de milliers d'euros. Et donc, on se regarde avec l'artiste, on est absolument décontenancé. Je m'empresse, le collectionneur part, je m'empresse pour faire un devis, faire tous les papiers, etc. Pour préparer les caisses de transport. Enfin, je commence à travailler vraiment sur toute la livraison, même des œuvres d'art. Et 2-3 jours plus tard, cette même collectionneuse m'appelle en me disant, très très gênée, m'appelle en me disant je suis désolé, je viens de me faire quitter par mon mari et je suis obligé d'annuler la vente. Et voilà, c'est un acte manqué. Alors je pense que finalement, avec le recul maintenant, je me dis que c'était plutôt une bonne chose puisque ça aurait été trop de succès d'un coup, ça m'aurait monté à la tête. Mais voilà une histoire assez incroyable. J'ai vérifié ensuite. Je me suis dit, est-ce que c'était une folle ou elle m'a fait croire. Enfin, on croit tout un tas de choses dans ces cas-là. En fait, j'ai vérifié effectivement. Son mari était très fortuné. C'est quelqu'un qui avait fait fortune dans les minerais aux États-Unis. Et effectivement, en quittant sa femme et en la mettant en engageant une procédure de divorce, ça les mettait dans des difficultés potentielles. Elle voulait plus s'engager sur des montants aussi importants. Donc voilà, je suis resté évidemment en contact avec elle, mais voilà, ça a été une histoire assez incroyable et de mémoire de galerie, je pense que ça restera longtemps gravé. C'est une belle anecdote. Pour terminer, je vous ai demandé en amont de me sélectionner une photographie parmi les travaux des artistes que vous représentez. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, oui, j'ai pensé un peu à cette question que vous m'aviez soumise avant, et en fait je vais aller au plus simple. Mais d'abord je vais vous raconter une toute petite anecdote que j'ai écoutée il y a pas longtemps. Il y a Yvan Attal, l'acteur Yvan Attal, acteur-réalisateur Yvan Attal, qui racontait une anecdote de Claude Berry, qui est un grand collectionneur d'art contemporain, grand amateur d'art contemporain et de photographie aussi. Il racontait une anecdote récemment où il est parti à New York avec Claude Berry.
Et en arrivant à New York, après 8 heures de vol, le décalage horaire, la fatigue, la première chose qu'a fait Claude Berry, c'est ils sont montés dans un taxi à JFK et il l'a emmené voir le galeriste Howard Greenberg, d'ailleurs que je citais au début de notre entretien. Et donc Yvan Attal lui disait mais pourquoi il m'emmène voir un galeriste alors qu'on est fatigué, on n'a aucune envie c'est d'être à l'hôtel et d'aller dormir. Et en fait Claude Berry lui explique que voilà, il va choisir une photographie, il a choisi une photo, je sais plus quelle photo. Et ils sont ensuite allés à l'hôtel, il a posé cette photo devant la télévision de sa chambre d'hôtel, et il a dit à Yvan, comme ça, pendant notre séjour à New York, tous les matins je me réveillerai, et la première chose que je verrai, c'est une œuvre exceptionnelle. Et j'ai trouvé cette anecdote magnifique parce que voilà typiquement une approche du collectionneur, c'est-à-dire l'amoureux fou de l'art qui ne peut pas imaginer être dans un pays étranger pendant un certain nombre de jours sans se réveiller à la vue d'une œuvre. Et n'étant pas chez lui, il est dans cette difficulté donc il essaie d'y remédier. Tout ça pour vous dire que l'œuvre que j'ai choisi de vous parler assez rapidement, c'est une œuvre que je vois tous les matins également. Donc je me réveille tous les matins et je me couche tous les soirs avec une œuvre de Yanni Guédel, qui est l'un des artistes que je représente, qui est un artiste absolument exceptionnel, dont j'ai parlé rapidement tout à l'heure. Et c'est assez difficile de la décrire. C'est une œuvre qui est tout en nuances, dans des tons de gris. Yanni Guédel, c'est quelqu'un qui a bâti toute sa vie sur une obsession du temps qui passe. Et il nous raconte le temps qui passe de façon très subtile, avec une échelle de gris et des choses très minimales, quasi abstraites. Et là, en l'occurrence, c'est une photo qui s'appelle Crête en feu, où il a photographié un parpaing un petit muret un peu abîmé. Et sur ce petit muret, sur la crête de ce muret, à un moment donné, à un instant très précis dans la journée, le soleil, à une certaine saison, le soleil vient frapper cette crête et illuminer d'un trait blanc très fin cette crête de mur. Et on voit le ciel en arrière-plan, qui est un ciel, évidemment, c'est une photographie, un tirage argentique, gris, noir et blanc. Et donc on voit le ciel dans des gris magnifiques, avec un grain magnifique. En dessous du ciel, donc ce muret qui est également gris, et dans des tons de gris un peu différents. Et puis entre ce ciel et ce mur, une ligne blanche qui est éclairée, donc qui représente cette crête du mur qui est éclairée par ce soleil. Et pour moi, cette œuvre, au-delà du fait que je me réveille chaque matin avec et qu'elle m'apporte beaucoup de joie et beaucoup de bonheur, c'est une œuvre assez emblématique de ce que j'aime finalement et de ce que j'essaie de représenter à la galerie. C'est-à-dire une œuvre qui tend vers l'abstraction, une œuvre qui cherche la matière, une œuvre singulière d'un artiste tout à fait singulier, qui a une obsession chevillée au corps, qui travaille depuis 50 ans sur le même sujet, et finalement une œuvre qui nous donne un rapport avec la photographie, avec le médium photographique, une œuvre qui aurait probablement pas pu être faite autrement qu'en photographie. Superbe conclusion. Merci beaucoup Thierry. Merci à vous. De nous avoir partagé l'histoire de votre galerie et puis toutes les petites histoires qui l'entourent. Merci à nos auditrices et auditeurs de nous avoir écoutés. Rendez-vous dès maintenant sur la page Instagram perspectivepod.cast pour découvrir en images la galerie Thierry Biguignon et les artistes qu'elle représente. Le prochain épisode est déjà dans les tuyaux. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle rencontre photographique.